Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue pour ce premier épisode de Destination Crypto. Alors je vais me permettre de faire une petite introduction parce que c'est le tout premier épisode, c'est un événement majeur pour moi et pour l'accompagnement global que je peux faire sur le marché des crypto-monnaies. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'était indispensable finalement pour moi de lancer ce podcast. J'ai beaucoup réfléchi. Si on prend un peu de recul et si on regarde un peu en arrière, moi, mon cœur de métier, c'était vraiment les livres. J'ai écrit une dizaine de livres sur le marché des crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin, Ethereum, les NFT, Avalanche, Elrond, l'investissement. Voilà, ça c'était mon cœur de métier et c'était très bien pour vulgariser tout ce qui était technique. Ça me permettait vraiment de faire des schémas, de donner des explications simples aux gens et c'est ce qui faisait le succès des livres. Après, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'évolue et que je fasse quelque chose d'un peu plus dynamique et c'est pour ça que j'ai proposé une formation vidéo dans laquelle je pouvais partager mon écran, rajouter des quiz, des exercices, des ressources pour que les gens aillent un peu plus loin et avoir un cadre un peu plus structuré qu'un livre. Donc ça, c'était la deuxième brique d'accompagnement sur le marché des crypto-monnaies. Naturellement, la troisième brique, c'est le coaching personnalisé parce qu'avant de franchir le pas et de démarrer, beaucoup de gens ont besoin d'une dernière vidéo avec un accompagnateur pour lever les derniers doutes, répondre aux dernières attentes et le coaching est inévitablement utile pour ça. Et j'en viens justement au podcast, la quatrième brique, qui est un format qui me permet de donner des informations sur beaucoup plus de sujets divers et variés. Le podcast va me donner cette flexibilité de traiter un sujet un peu particulier ou de traiter une mise à jour, de traiter un outil, de traiter une loi sur la régulation. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire dans les formations ni dans les livres parce que c'est des choses qui sont extrêmement lourdes à mettre à jour. Et donc voilà, c'est comme ça que le podcast est né. Écoutez, l'idée c'est de vous communiquer des informations de façon détendue, une fois par semaine, sur un format plutôt court, une dizaine de minutes. J'espère que ça vous motive, j'espère que vous allez être un peu indulgent parce que c'est nouveau pour moi, donc les premiers épisodes, je vais devoir me chauffer un peu, je vais devoir me prendre mes marques, tout ça, donc je vais peut-être un peu bafouiller, je vais peut-être un peu me répéter, je vais peut-être mettre un peu de temps avant que tout soit nickel, mais voilà, l'idée c'est que la dynamique soit lancée, que ce podcast soit là, et pour commencer ce premier épisode, quoi de mieux que de commencer par le leader, le king, Bitcoin et ses enjeux, parce qu'il est très important de comprendre les enjeux autour de Bitcoin pour ensuite comprendre les enjeux du marché global des crypto-monnaies. Allez, vous êtes prêts ? On commence tout de suite, c'est parti. Alors, quels sont les enjeux de Bitcoin ? Eh bien, posez-vous la question, selon vous, quels sont les enjeux de Bitcoin ? À quoi il peut vous servir ? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, Bitcoin va être uniquement un actif spéculatif dans votre vision des choses. Ça sert à gagner de l'argent, à devenir millionnaire. En gros, faut en acheter quand c'est bas, faut attendre que ça monte, et ensuite on revend quand c'est haut, on devient millionnaire. Bon, il n'y a pas que ça, bien évidemment, derrière Bitcoin, mais c'est effectivement une réalité. Bitcoin est un actif spéculatif. Maintenant, une autre réalité, c'est que tout le monde ne devient pas millionnaire, et que quand il y en a quelques-uns, vraiment quelques-uns qui deviennent millionnaires, il y en a un paquet d'autres, des centaines et des milliers de personnes qui perdent de l'argent en contrepartie, et eux, on les voit un peu moins souvent dans les reportages. Enfin, quoique, si, des fois on en voit parce que les personnes se sont fait hacker ou ont perdu leurs fonds, mais globalement, on ne voit pas les milliers de personnes qui perdent de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, et ça, faut vraiment l'avoir en tête. On ne devient pas millionnaire facilement sur le marché des crypto-monnaies, c'est très compliqué. Mais il y a effectivement une spéculation folle du fait que ce marché soit encore jeune, encore petit, et donc il est assez facile de spéculer sur ce marché. Et on voit beaucoup de gens qui rentrent sur ce marché sans même comprendre Bitcoin, les crypto-monnaies, la technologie, ce genre de choses, et on ne peut pas leur jeter la pierre, il y a plein de gens qui utilisent Internet sans réellement comprendre comment fonctionne Internet. Donc là c'est un peu pareil avec Bitcoin, mais on voit vraiment plein de gens qui se jettent tête baissée sur le marché en espérant devenir millionnaire, et malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Bon, si on dézoome un peu et qu'on prend un peu de recul, Bitcoin c'est aussi autre chose. L'avantage principal de Bitcoin et le cas d'utilisation principal, c'est d'être une monnaie d'échange. L'idée de Bitcoin, c'est d'être une monnaie mondiale, sans frontières, qui est autonome, sur lequel on connaît les principes, c'est-à-dire que c'est du code informatique qui est consultable par tous, et donc on sait comment fonctionne Bitcoin. On a le code qui est
ouvert. Le code, il est open source, comme on dit, donc on peut consulter le code et voir comment fonctionne Bitcoin. Et Bitcoin résout un problème qui est celui de la double dépense. Donc vous en avez peut-être entendu parler, mais la double dépense, alors c'est un peu complexe à expliquer comme ça en quelques minutes, mais sur le monde d'Internet, tout se duplique. Quand vous envoyez un mail, il se duplique. Vous en avez une copie sur votre ordinateur, sur votre boîte mail, et chez le destinataire, et sur ceux qui sont en copie, tout se duplique. Quand vous envoyez des mails, quand vous avez des documents, c'est pareil. Quand vous publiez une photo, tout se duplique en fait à gogo. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il est très compliqué sur Internet de créer une monnaie. De créer une monnaie qui s'échange d'une personne à une autre sans qu'elle ne soit copiable. Parce que naturellement, la logique des choses, c'est que quand on envoie quelque chose, elle se copie, on duplique l'objet et on envoie une copie. Donc là, on ne peut pas faire ça avec une monnaie, parce que sinon ça double la dépense. C'est pour ça que ce nom s'appelle la double dépense. Donc comment fonctionne le système ? Vous allez me dire, bah oui, mais on utilise déjà de l'argent sur Internet, il y a déjà les systèmes bancaires, on paye déjà sur Internet. Oui, mais ça nécessite une synchronisation globale des systèmes financiers, des banques, des institutions, qui se synchronisent entre elles pour, entre guillemets, retirer l'argent d'un compte pour le créditer sur un autre. Mais pour le coup, Bitcoin ne fonctionne pas du tout comme ça, c'est un système totalement différent. Reprenez plutôt une transaction traditionnelle avec un billet que vous tendez à votre commerçant, le commerçant prend votre billet et voilà, la transaction est effectuée. Bitcoin, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une transaction très simple d'une partie à une autre en pair à pair, sauf qu'il le fait dans le monde numérique. Dans le monde numérique, les banques, elles ont des grosses synchronisations, des gros processus pour synchroniser tous les comptes. Eh bien, Bitcoin, lui, s'appuie sur deux éléments. D'abord, un réseau décentralisé qui va vérifier les données, et l'autre élément, c'est les informations des transactions sont stockées dans la blockchain. Et on a tout l'historique de chaque transaction Bitcoin qui est consultable. Donc on sait exactement à l'instant T qui détient quel Bitcoin. Et donc le réseau sait si la personne qui va faire la transaction dispose des Bitcoins nécessaires pour effectuer cette transaction. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bitcoin est toujours vu comme un concurrent du système traditionnel, donc il a longtemps été mis de côté par les institutions financières, un peu diabolisé, on accentue vraiment les côtés négatifs de Bitcoin, alors que bon, ça mériterait quand même d'accentuer un peu plus les côtés positifs et la proposition de valeur de Bitcoin, et ça c'est un peu dommage, mais bon, maintenant on arrive à un stade où deux pays ont déjà adopté le Bitcoin comme monnaie légale, c'est le Salvador et le Centrafrique. Donc à chaque fois il y a deux monnaies dans ces pays-là, le Salvador utilise donc Bitcoin et le dollar américain, et pour le Centrafrique, ils utilisent le CFA et Bitcoin. Donc là, on ne peut plus se cacher derrière Bitcoin, ce n'est pas une monnaie, si dans deux pays, Bitcoin est désormais une monnaie légale. Donc c'est fini, on ne peut plus se cacher derrière cet argumentaire. Et encore plus prometteur, énormément de pays regardent et scrutent ce que font le Salvador, le Centrafrique, pour s'inspirer et tirer des leçons pour potentiellement l'implémenter chez eux. L'autre grief qu'on applique souvent à Bitcoin comme monnaie d'échange, c'est sa capacité transactionnelle, qui est limitée à environ 7 transactions par seconde, ce qui est faible. Très faible, trop faible pour imaginer une adoption massive et mondiale de Bitcoin comme monnaie d'échange, on est d'accord. Ceci dit, des solutions hébergent et notamment le Lightning Network qui est une solution très prometteuse pour booster les capacités transactionnelles. C'est pas l'objet de cet épisode, mais j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Voilà, donc on a d'un côté l'actif spéculatif Bitcoin, on a ensuite la monnaie d'échange Bitcoin, et enfin, on va avoir le côté réserve de valeur proposé par Bitcoin. Parce qu'on le constate, actuellement, il y a de l'inflation partout dans le monde, que ce soit chez nous, mais aussi ailleurs. Et chez nous, entre guillemets, on est plutôt à 6-7%, ce qui est raisonnable, on va dire, mais il y a des pays sur lesquels l'inflation est exceptionnellement élevée, et où là, ils sont obligés de réfléchir à des solutions alternatives, des actifs qui représentent une réserve de valeur. Et donc, la référence phare de la réserve de valeur, on le sait, c'est l'or. Ceci dit, l'or n'est pas pratique. L'or est difficile à acheter, à stocker, à sécuriser. Là où Bitcoin est un peu plus accessible, il suffit d'une connexion et d'un smartphone, et vous pouvez acheter des Bitcoins, et sécuriser les Bitcoins n'est pas très compliqué. Et l'avantage de Bitcoin, c'est que vous pouvez y avoir accès partout dans le monde. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Il faut bien avoir conscience que certes, Bitcoin est spéculatif, Bitcoin est très volatile, mais par rapport à la monnaie de certains pays, ça reste une réserve de valeur, ça reste quelque chose de moins volatile, donc il faut être capable de prendre un peu de recul. Et pour finir, sachez que plus l'adoption de Bitcoin est grande,
plus son côté spéculatif va diminuer. Donc c'est entre guillemets maintenant qu'il faut profiter de l'opportunité de la volatilité de Bitcoin pour faire des bons coups, parce que à terme, si l'adoption s'accentue, il sera plus difficile de manipuler le marché, la volatilité va diminuer, et donc il y aura moins d'opportunités aussi pour les investisseurs, la spéculation va baisser. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Écoutez, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est super important pour moi pour lancer vraiment la dynamique du podcast, et puis ça démocratise aussi l'esprit crypto après tout, c'est aussi pour ça que je fais ça. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.